Si jamais je te demande quelle est ta définition de l'amour ou c'est quoi pour toi l'amour, que me répondrais-tu? C'est l'objectif de cette capsule, essayer de parler de la vision que la plupart des gens peuvent avoir sur l'amour et se rendre compte à quel point nous avons tous une vision différente de l'amour. On se retrouve tout de suite après ça. Mes chères ambassadrices et mes chers ambassadeurs, content de vous retrouver. Si jamais c'est la première fois que tu viens sur une de mes capsules, sois la bienvenue. Je traite régulièrement de thèmes autour de la perversion narcissique, les relations toxiques, la perversion, la manipulation, la dépendance affective, la violence, tout ce qui touche à relations sentimentales, humaines, amicales, professionnelles, dans lequel tu peux avoir du mal à t'épanouir parce que tout simplement, tu ne t'y retrouves pas et tu aimerais tout simplement avoir une vision différente. Et le but de ces capsules, c'est de t'aider d'avoir une vision différente, une approche différente, mieux t'aider à appréhender ta situation et t'inviter à aller sur ton chemin le moins fréquenté pour commencer tout doucement à retrouver une sérénité, une joie, une paix intérieure qui va t'aider à te libérer de tous ces fléaux. Si jamais tu n'es pas déjà au courant, laisse-moi te parler de mon académie, l'académie LCR, Love, Care and Resilience. C'est une plateforme en ligne sur laquelle se trouvent quantité de personnes qui sont déjà passées par les mêmes situations que toi. Ils viennent sur cette plateforme pour recevoir de l'aide, de l'entraide, des conseils actifs, dans le but bien sûr de les aider à se libérer définitivement des différents fléaux dont j'ai pu te parler. Si jamais tu veux en faire partie, c'est très simple. Fais-le moi savoir en message privé ou contacte-moi directement sur mon mobile professionnel. Je me ferai un plaisir de t'expliquer exactement quelles sont les modalités pour pouvoir intégrer cette académie et recevoir l'aide dont tu aurais besoin pour t'en sortir. Alors dis-moi, c'est quoi pour toi l'amour? Quelle est ta définition de l'amour? Alors tu sais, si jamais je pose cette question, c'est parce que nous avons tous une vision différente de ce qu'est l'amour. Mais je peux t'assurer que l'amour, avec un grand A, signifie très bien ce qu'elle est censée être. Mais c'est un exercice qui est très intéressant parce que là-dessus, on diverge totalement. Si jamais je te demande de t'imaginer ce qu'est l'amour, tu vas te rendre compte, certainement, en comparant ta vision de l'amour avec d'autres personnes, que la plupart du temps, c'est souvent ce qu'on peut donner et recevoir de l'autre. Donner et recevoir de l'autre, sur le plan charnel ou sur le plan matériel. Mais est-ce que l'amour est censé être ceci? Est-ce que nous pouvons réduire l'amour à ce que je viens de te dire là? Certes, aimer, c'est aimer quelqu'un, aimer quelque chose. Mais là, on est véritablement dans la relation humaine. Aimer un autre être humain. Pour beaucoup, ça va être donner de l'affection, donner des bisous, des gestes qui montrent au travers de notre gestuelle les sentiments qui se cachent derrière. Et généralement, c'est quelque chose de complètement positif. La personne qui reçoit ces choses ou qui va nous les donner nous témoigne, nous communique par sa gestuelle tous les bons sentiments qu'elle a à notre égard. Pour d'autres, ça va être peut-être des gestes liés à des petites attentions, telles que des cadeaux, un petit repas, des choses pour faire plaisir à l'autre. Le fait de venir plus tôt, de préparer une ambiance pour passer du temps avec une certaine personne. Ce sont autant de moyens qui sont des petits signes, des petits codes qui servent à montrer ce qui se cache derrière notre gestuelle, derrière nos intentions, derrière notre façon de faire les choses. Effectivement, lorsqu'on s'imagine comment l'amour peut être vécu, c'est ce genre de cliché qui nous revient rapidement à l'esprit. Mais est-ce que c'est cela, l'amour? Est-ce que l'amour, c'est une attirance de genre? Est-ce que
L'amour, c'est une pratique sexuelle ou un désir sexuel particulier ou original. Est-ce que l'amour est systématiquement charnel ou matériel? Tu l'as bien compris, si jamais on n'a pas la même vision et la même approche de l'amour, souvent les personnes qui se mettent ensemble pour entamer une relation sentimentale, eh bien, divergents sur ce thème, finissent tôt ou tard à souffrir, voire à se séparer, parce qu'ils ne s'apportent pas tout à fait la vision ou l'attente escomptée. Essayons de hiérarchiser l'amour de son plus simple appareil jusqu'à sa plus grande élévation et manifestation qui existe. Lorsqu'on transpose l'amour sur les différents étages des glandes endocrines de l'être humain, on se rend compte que l'amour ne s'exprime pas du tout et ne se manifeste pas du tout de la même manière. Visualisons ces différents étages et essayons de voir la façon dont l'amour se manifeste et essayons de dégager des leçons ensemble. Numéro 1, Muladhara. Sécurité, stabilité. C'est un amour de clan, tribal, familial, où on reçoit une certaine culture, une certaine vision de la vie en communauté. C'est un amour pourvoyeur, où on donne au nouvel arrivant, à l'enfant à naître ou qui est né, tout ce dont il a besoin pour pouvoir grandir, s'élever. Nourriture, vêtements, éducation et un cadre qui permet à cet enfant de se sentir en sécurité et appartenir à une communauté. Cet amour ayant été reçu permet de se sentir valeureux, ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'être entouré, d'avoir une certaine force parce qu'on sait qu'on appartient à des personnes qui vont nous aider, qui seront constamment là pour nous soutenir par rapport à qui nous sommes dans cette société. Si jamais cet amour est très présente, trop présente dans la vie de l'individu, elle va l'empêcher de s'élever au rang au-dessus et de s'émanciper de ses racines pour essayer de faire ce qu'il aime personnellement. Deuxième étage, Swadhisthana, plaisir ou créativité. C'est l'expression de l'amour proprement dit qui appartient directement à la propre personne qui est concernée. Ce qu'elle met en place pour pratiquer des choses qu'elle aime. Et bien sûr, cet étage est directement lié à l'énergie sexuelle, l'attirance, le désir, la pratique sexuelle. À cet étage, si la personne est trop centrée sur ce type d'amour, elle aura tendance à exprimer ce type d'amour au travers d'une attirance de genre, une attirance sexuelle, de désir, de pulsion complètement libidinale. Troisième étage, Manipura, volonté, confiance. À ce stade, l'amour s'exprime au travers d'une action pour obtenir, faire des choses pour autrui ou pour soi-même. Et c'est vrai que la confiance, l'estime qu'on peut avoir de soi-même, mais également le fait de se sentir bien dans ses baskets pour pouvoir entreprendre ces choses sont essentiels pour pouvoir faire, pour obtenir un résultat. Cet amour s'exprime surtout au travers de la bienveillance, le fait de faire des choses, mettre des choses en place pour un bienfait personnel ou pour autrui. Cet amour nécessite bien sûr un équilibre entre faire les choses pour soi ou pour les autres, car si jamais la personne est trop centrée sur elle-même, elle aura tendance bien sûr à avoir des actions égoïstes pour des résultats égoïstes, ou inversement, si c'est pour les autres, à complètement s'oublier parce qu'elle s'investit tellement chez les autres qu'elle finit par oublier qu'elle aussi elle doit en recevoir. Cet amour fait penser à la bienveillance, à la bonté vis-à-vis des autres, la compassion, également tout ce qui tourne autour de l'empathie, pour essayer d'apporter dans nos actions quelque chose de positif, de bienfaisant, autant pour soi que pour les autres. Lorsque ça s'adresse aux autres, cela fait penser à la contribution humaine qu'on peut apporter à sa relation avec l'environnement extérieur. Quatrième, Anahata, amour, acceptation de soi. Tout ce qui tourne autour des mobiles qui expliquent pour quelles raisons on a des sentiments positifs à l'égard d'une personne ou de soi-même. Tout comme les autres étages,
eh bien, ce niveau doit être équilibré. Si ce n'est pas le cas, on aura tendance peut-être à avoir des sentiments amoureux ou des sentiments complètement amicaux, trop à l'égard d'une autre personne ou vis-à-vis de soi. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir un équilibre pour pouvoir vivre ces sentiments, cet amour qui doit être vécu bien sûr dans différentes directions. Cinquième, Vishuddha, expression personnelle, communication. Cet amour s'exprime surtout autour du verbe, sachant bien sûr que les mots bâtissent. Avec un mot, on peut élever une personne, lui faire énormément de bien. Alors attention, car l'inverse est tout à fait vrai également. Les mots font énormément de bien, mais il faut être équilibré également dans ce domaine. On ne peut pas toujours passer son temps à passer de la pommade, à envoyer des fleurs à des personnes constamment. Au bout d'un moment, on va douter de notre sincérité. Mais ceci dit, c'est très important, surtout lorsqu'on est dans la communication, lorsqu'on a besoin à distance, on n'est pas physiquement présent, et bien d'essayer de comprendre une situation et d'apporter des éléments, de la compréhension, de l'oreille, de l'écoute, parce que parler est un besoin, on est vraiment dans l'expression, mais l'écoute, pour comprendre, est un art. Sixième, Ajna, intuition, clairvoyance. À ce stade, on est véritablement dans la perspicacité, le discernement. Le but est d'utiliser sa sagesse pour pouvoir utiliser son intelligence, sa capacité de raisonnement, afin de prendre les meilleurs choix pour limiter bien sûr les conséquences désastreuses. Alors, vous l'avez bien compris, c'est un étage en or pour pouvoir élever une personne, l'éduquer, l'aider à prendre de bonnes décisions dans sa vie concernant sa propre vie, pour bien sûr s'émanciper et avoir des bons résultats, s'épanouir, avoir une certaine joie et une paix intérieure. Ce type d'amour, tu l'as bien compris, est véritablement précieux dans une éducation. L'éducation qu'on va donner à un enfant, que ce soit au niveau du foyer ou à l'extérieur, dans un service public tel que l'école, une association, ou peu importe, lorsqu'on va pouvoir aider l'enfant, l'adolescent ou le jeune ou l'adulte à prendre cette capacité à réfléchir, à discerner pour mieux se projeter et faire preuve de sagesse. Et le septième, Sahasrara, amour spirituel, amour désintéressé, amour universel. Donner sans rien attendre en retour. Cet amour, bien sûr, est une connexion directe avec Dieu grâce à la prière pour les croyants, mais également toute connexion avec les entités supérieures par rapport à la condition humaine. À ce stade de la capsule, certainement tu t'es retrouvé dans la description de ces différents amours à ces différents étages. Le but, c'est d'essayer d'apporter un bémol à cette capsule et d'essayer d'expliquer qu'on ne peut pas rester figé, enclin, pro un niveau d'amour, estimant que c'est ça l'amour et que les autres personnes devraient voir les choses de la même manière que moi. En réalité, tous ces étages d'amour sont complémentaires et doivent être vécus en harmonie, en équilibre, en passant de l'un à l'autre, mais en ayant toujours cette fluidité dans l'expression de ces différents types d'amour. Lorsque nous restons bloqués sur un type d'amour, ou que ce type d'amour nous empêche d'aller à l'étage suivant, etc., c'est là que ça pose problème, et c'est là que souvent, ça crée bien sûr des clashs entre les individus s'ils n'ont pas la même vision, s'ils n'ont pas la même approche de l'amour et de son expression. Si jamais tu es pro-Muladhara, c'est-à-dire protection, sécurité, famille, clan, et que c'est difficile pour toi de quitter ton village, de partir vivre loin et de quitter tes parents, que dans ton esprit c'était vivre à côté de la maison de tes parents, prendre soin de tes parents, ne pas quitter le clan, constamment avoir des relations avec tes tantes, tes oncles, tes cousins, et tous se voir grandir, évoluer, et constamment se fréquenter, comme si c'était un village familial, eh bien certainement que tu as un problème avec un amour Muladhara qui est trop protecteur. Tu as fait bien sûr de cet amour une protection, un cadre familial qui t'empêche de t'émanciper. Le type d'amour est comparable à un amour type catexis, c'est-à-dire avoir fait une union avec ton énergie psychique avec
un membre de ton clan, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être ton grand-père, ta grand-mère, ou un objet, un élément, un symbole, un aspect de ta culture qui est tellement fort chez toi qu'il est impensable pour toi de vivre autrement qu'autour de ces choses, de ces personnes-là. Si jamais pour toi c'est difficile de quitter ton clan, de quitter la région, le village familial où tu connais tout le monde, les uns vivent à côté des autres, c'est-à-dire le grand-père à côté du frère, à côté de l'oncle, à côté de la tante, à côté des enfants, des tontons, des tatas, des cousins, et vous restez dans un village familial, pour toi c'est impensable de vivre autrement que par cette vision culturelle, eh bien sache que tu es très pris, bien sûr, par cette catexie, cette union, cette fusion, et ça peut être bien sûr un objet, c'est pour ça que je t'ai parlé de culture. Alors sache que on peut s'en sortir, simplement il faut apprendre à se détacher, sans penser que ça va nuire ou que ça va porter préjudice à tes valeurs et également à ce que tes propres parents pourront penser de ton émancipation et de cette envie de vouloir faire les choses autrement. Ceux qui sont pro Swadhisthana, c'est-à-dire dans la créativité, dans le plaisir, ils sont autour bien sûr de l'énergie sexuelle. Eux, ils estiment que l'amour s'exprime au travers du charnel, au travers de l'attirance de genre, au travers de l'attirance de pratiques libidinales, et tout se tourne autour de l'excitation, autour du jeu de séduction, autour de la pratique sexuelle en elle-même. Cela fait bien sûr référence aux personnes qui ont un très fort appétit sexuel ou qu'ils estiment que leur vie est épanouie autour de la pratique et de la sensation corporelle. Tu l'as bien compris, ça donne une dimension un petit peu animale, bestiale, parce qu'effectivement les animaux, tout comme nous, ont des relations sexuelles pour procréer. Et nous, pareil, pour procréer, mais à cette différence, c'est que nous avons cet avantage de pouvoir copuler pour le plaisir, sans forcément avoir ce besoin de procréer pour la survie de l'espèce, parce qu'effectivement, à partir d'un certain âge, on ne peut plus procréer, mais on peut continuer d'avoir malgré tout des rapports sexuels. Cet amour peut être dangereux si jamais il a tendance à se développer, trop se développer, il pourrait basculer sur le côté vicieux, pour déborder vers des pratiques qui sont un petit peu particulières, laisser libre cours au masochisme, au fétichisme, mais également toutes ces pratiques qui tournent autour des plaisirs qui sont décalés, voire des pratiques qui ne sont pas conventionnelles, sans citer forcément des noms, mais qui fait que les personnes ne se suffisent plus à simplement des rapports dits type lambda. Le but est la recherche de sensations particulières, décalées, toujours en vouloir plus, comme si ça devenait une espèce de drogue, une espèce de recherche de sensations différentes à chaque dose et à chaque pratique réalisée. Le tabou excite, l'interdit excite, et le but de ces personnes, c'est de toujours avoir quelque chose de différent pour pouvoir atteindre un état libidinal décalé et différent de la norme. Petit bémol pour ceux qui sont pro-Manipura, c'est-à-dire ce troisième étage qui fait référence à l'amour par rapport à la volonté, la confiance, tout ce qui est centré sur soi-même ou peut-être sur quelqu'un d'autre. Ce type d'amour fait référence au nombril. Il y a un adage qui dit être le nombril du monde, donc tu l'as bien compris, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'à soi ou qui pensent qu'à une personne et se jettent comme un dévolu sur ces personnes en estimant que ben voilà, c'est leur façon d'aimer, en donnant tout aux autres et en s'oubliant complètement, ou l'inverse, en ne pensant qu'à soi-même et en oubliant complètement les autres. Donc ça fait énormément référence au narcissisme et à ceux qui tombent, si jamais ils ne font pas attention, dans la perversion. Manquant de volonté, manquant également de possibilité à faire les choses par manque de confiance en soi, tout simplement ils ont tendance à devenir manipulateurs, pervers, narcissiques, en essayant de détourner l'attention des autres vers eux-mêmes pour recevoir toute l'attention. Donc là, pour la perversion narcissique, c'est le nombril. Donc du coup, ils vont asservir les autres pour le recevoir parce qu'ils sont incapables de se donner à soi-même. Quatrième bémol, ceux qui sont pro-anahata, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'acceptation de soi, dans l'amour.
Alors ce qu'il faut essayer de discerner ici, c'est ces personnes qui le sont trop ou pas du tout. Alors ceux qui sont beaucoup dans l'amour de soi-même, dans l'acceptation de soi-même, dans leur propre réalisation, souvent ils vont peut-être s'empêcher de communiquer ce type d'amour à une autre personne, à d'autres personnes d'une manière générale, parce qu'ils sont disposés à se le donner qu'à soi. Du coup, c'est peut-être des personnes qui pourraient éventuellement avoir des sentiments amoureux, amicaux pour d'autres personnes, mais vont s'empêcher pour garder leur concentration sur eux-mêmes, sur leur petite personne, sur leur liberté, en espérant toujours avoir l'occasion de pouvoir se réaliser et en n'ayant pas le temps pour les autres. C'est ce vers quoi ça peut nous amener si jamais on a tendance à en avoir trop à l'égard de soi-même. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'équilibre. Mais ça peut également aller dans l'autre sens. Ces personnes qui en ont trop pour les autres, c'est-à-dire ils aiment trop, ils sont dans l'acceptation de l'autre par rapport à ce qu'ils peuvent leur apporter en tant qu'amour, et ça fait souvent référence, par exemple, à une mère très présente dans la vie de ses enfants, même si les enfants sont grands, elle a constamment besoin de continuer de materner, au point de s'en oublier elle-même et de se donner une raison de vivre uniquement pour aider l'autre, toujours dans les petites affaires de l'autre, toujours dans les problématiques de l'autre, toujours à aider l'autre, mais elle ne se le donne pas soi-même. Lorsque c'est un choix délibéré de ne pas vivre avec une personne par choix, d'opter pour le célibat, c'est tout à fait honorable et respectable, mais il ne s'agit pas de cela ici, c'est plutôt des personnes qui aimeraient vivre l'amour, être dans l'échange, qui peuvent même tomber amoureuses, mais quand la situation se présente, peut-être refusent par souci de perte de liberté, de faire leurs petites affaires, toujours centrées autour d'eux-mêmes, pour toujours être dans cette réalisation de soi-même, dans l'acceptation de cette vie tournée autour d'eux-mêmes, cet amour autour de soi. C'est là que ça peut faire défaut si jamais cet amour est surdimensionné à ce niveau-là. Mais également dans l'autre sens, au point que les personnes ont tendance à oublier qu'on doit s'aimer soi un petit peu un minimum, s'apporter du soin et telle une mère, j'ai pris l'exemple de la mère mais ça peut être tout à fait une autre situation, qui a tendance à trop s'investir dans la vie des autres, dans la vie de tout un chacun sauf elle-même, et elle a l'impression d'exister uniquement si elle est là pour apporter une aide, si elle est là toujours aux petits soins, et ça devient peut-être même quelquefois étouffant, trop présent. Ça peut poser problème également dans ce type de situation. On arrive au 5e étage, le Vishuddha. Alors ceux qui sont pro-Vishuddha, c'est-à-dire beaucoup dans le verbe, beaucoup dans la communication et l'expression personnelle, ils auront peut-être tendance à oublier que quelquefois la meilleure communication c'est le silence, ou peut-être un câlin, une main sur une épaule, ou tout simplement écouter en secouant sa tête pour faire comprendre qu'on comprend et qu'on voudrait tout simplement se passer d'une flopée d'explications. Ça c'est un petit peu le côté pro-Vishuddha, mais manquer de Vishuddha c'est pas forcément une bonne chose, au contraire, il est important d'aider la personne à comprendre sa situation, à avoir une oreille en face d'elle, comprendre également que les mots peuvent bâtir, trouver le mot juste qui va qualifier la situation et le ressenti de la personne, savoir ce qui se cache derrière ces ressentis est très très précieux. L'adage qui dit qu'il sera toujours préférable d'apprendre à une personne à pêcher pour se nourrir en mangeant du poisson tous les jours, plutôt que de lui donner du poisson tous les jours, est bien sûr supérieur en ce sens qu'on va l'aider à grandir, à avoir les paroles toujours adéquates pour l'aider à avancer. Mais si elle apprend à le faire pour soi-même, c'est super. La parole, la communication, donner à l'autre le point de vue, son point de vue, lui faire comprendre ce qu'on pense d'elle et l'aider à avancer en étant sûr d'être appréciée pour ce qu'elle peut faire ou dire, mais ne pas laisser les gens sans valeur, sans écoute, sans dire ce qu'on ressent ou pense d'elle, parce qu'on a tous besoin de valeur dans la vie, et on a du coup besoin de savoir ce que les autres pensent. Et s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas d'expression, eh bien ça tue la relation. Si tu as bien compris, plus on va en hauteur, à partir de la gorge, le Vishuddha,
et quand on arrive à Ajna, eh bien, on est bien sûr dans la clairvoyance, on est dans la perspicacité, on est dans l'intuition. Et à ces étages, on est véritablement dans la bonté. C'est quelque chose qui va apporter quelque chose aux autres. Mais être trop dans cet étage d'amour, on oublie bien sûr qu'il y a les étages inférieurs qui ont toute leur importance, bien sûr de manière équilibrée et pas complètement déphasée, complètement sortie de son contexte. Mais apporter une bonne parole, apporter une vision, une sagesse, une perspicacité par rapport à un événement, un choix à prendre pour éviter de prendre les mauvais choix, c'est également une façon d'aider la personne à pêcher plutôt que de lui donner un poisson et lui dire quoi faire tous les jours et le rendre dépendant de nos paroles. Apprendre à faire résonner une personne, à l'aider à utiliser son intelligence et son raisonnement, va l'aider à avancer dans la vie. Et c'est la meilleure chose qu'on peut donner à un enfant parce que tôt ou tard, un parent, un éducateur, un professeur meurt, l'enfant devient adulte, et si on ne lui a pas appris à raisonner par lui-même, il va lui manquer quelque chose de précieux parce que la personne part, mais les paroles et les écrits demeurent. Et c'est ça qui fait qu'une personne, si elle se réfère toujours à tout ce qu'on aura pu lui donner de bon en matière d'émancipation intellectuelle, également de raisonnement, elle va finir véritablement par grandir et savoir prendre de bons choix pour elle-même et pour ses proches. Et dernier étage, le 7e, ceux qui sont pro-Sahasrara, c'est-à-dire ceux qui sont dans cette connexion de l'amour universel, cette expression de l'amour désintéressé, auraient peut-être tendance, s'ils sont perchés, un peu trop perchés, ça fait penser à quelqu'un qui a vu la Vierge, qui a vu Jésus, qui a vu le petit Joseph, qui a vu Mahomet, peu importe sa croyance, qui a vu Bouddha, qui a vu Dieu, enfin, il aurait tendance peut-être à rester perché et toujours rester sur un nuage, à avoir du mal à communiquer avec ceux qui sont un peu plus terre à terre, et en n'ayant que des propos d'illuminés, des propos à tendance religieuse, et oublier peut-être que les autres personnes ne sont pas enclins à ce genre de communication, ce genre d'amour. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas. Tu as bien compris, dans chaque étage, il faut un juste milieu. Il faut un amour également universel, peu importe s'il est porté plus sur une croyance qu'une autre, mais avec cette juste mesure pour toujours l'amour du prochain, l'amour désintéressé sans rien attendre en retour. Bien sûr, ceux qui ne sont pas du tout enclins à développer ce type d'amour auront tendance à être très charnels, très matériels, et parler de choses subtiles, de choses un petit peu plus élevées. Ils ont l'impression d'avoir affaire à des personnes complètement barrées, complètement illuminées, alors que non, on a été créé avec cette disposition. Forcément, elle doit faire partie de notre vie et de nos expressions en termes d'amour dans cette catégorie-là. Pour résumer et pour finaliser cette capsule, j'espère que tu as apprécié cette approche de ces différents types d'amour. Le but, bien sûr, tu l'as bien compris, c'est à aucun moment d'être trop ou pas assez, mais tout simplement être équilibré. Charge à nous, bien sûr, de trouver la personne qui aura également la même liberté, la même fluidité dans ces types d'amour pour pouvoir tomber avec les personnes avec qui on pourra avoir de belles connexions. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une autre capsule.